Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Distri. On s'intéressera au programme de législature de la municipalité de Gland, l'inauguration du port de Rolle. Nous rencontrerons Ileana Costantini, elle vit à Beugnin, elle n'est ni plus ni moins qu'une championne du monde de coiffure. Elle nous revient justement de Paris. Et puis, retour en image en fin de journal sur la fameuse des Alpes de Sancergues. Ça y est, la municipalité de Gland dévoile son programme de législature 2016-2021. Autrement dit, les grandes orientations voulues par l'exécutif de la ville. Et justement, avec moi sur ce plateau, deux représentants de la municipalité, à commencer par Christine Giraud. Bonjour. Vous êtes municipale en charge de l'enfance, de la jeunesse et des écoles, comme vous le dites si bien, des 0 à 25 ans. Et avec nous, monsieur le syndic, Gérald Crétegny. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux pour votre présence. Un premier point avec vous, Gérald Crétegny. Alors, le programme de législature, c'est la pierre d'achoppement, l'élément central pour l'ensemble de l'exécutif pour ces prochaines années, jusqu'aux prochaines élections. Comment est-ce qu'on peut résumer la teneur de ce programme ? Alors, je crois que ce programme, d'abord, c'est la pierre d'achoppement, vous dites, mais également pour le personnel, également pour les habitants, finalement, pour vraiment la ville de Gland. La volonté municipale, c'est d'aller dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie. Un programme ne peut pas se contenter d'avoir tout simplement des bâtiments à construire ou des infrastructures lourdes à construire. C'est aussi toute la chair qu'on met là autour. Et c'est là autour, surtout, qu'on a aussi donné l'effort. Alors, qu'est-ce qu'on entend, Christine Giraud, par améliorer la qualité de vie ? Ça passe par quoi ? Alors, pour la municipalité de Gland, ça passe tout d'abord par des espaces et des lieux où la population peut se rencontrer, où des projets peuvent prendre naissance. Alors, on parle du réaménagement du Vieux-Bourg, par exemple. Alors, le Vieux-Bourg est un exemple. Alors là, c'est plutôt pour refaire les canalisations dans le sous-sol, avec des améliorations, évidemment, sur le bâti, enfin, sur le rendu final. Des places de jeu. Des places de jeu, bien entendu. Les places de jeu font partie du programme de la commune depuis longtemps, mais c'est aussi des nouveaux projets qui peuvent prendre forme au sein de la population. Là, dans notre programme, on a notamment les idées de boîtes à livres qui vont arriver dans les quartiers pour que la population puisse disposer du livre facilement. Il y a aussi cette idée de jardin urbain, soit par le biais d'associations en collaboration avec les écoles, soit par la municipalité, enfin la commune qui met en place un certain nombre de jardins urbains. Là, il y a vraiment cette idée de faire participer les gens. Et il y a également toute une foule de projets, que ce soit culturels ou mis en place par le service jeunesse, qui sont des événements, des activités qui permettent à la population de se retrouver, de se rencontrer et pourquoi pas d'amener des nouvelles idées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites la législature précédente. J'en veux pour preuve Gland ça marche, la culture qui s'est beaucoup développée dans la commune. Et tout ça, ça favorise le tissu social, le bien-être, la qualité de vie. Donc c'est une foule de petites choses, mais qui font qu'à la fin, les gens ont l'occasion de se rencontrer, de sortir et puis d'échanger sur leur propre manière de vivre à Gland. Et le défi, Gérald Crétegny, pour Gland, il suffit de se promener à Gland, on voit que l'ampleur du défi démographique notamment, il y a une expansion très importante que l'on connaît ici à Gland. Il s'agit de répondre et d'anticiper. Oui, je pense que, alors, actuellement, en termes démographiques, c'est vrai qu'il y a encore quelques projets qui vont sortir de terre. Je dirais qu'on est dans une expansion qui est, je dirais, presque normale pour la côte. Par contre, c'est vrai que l'expansion qui a eu lieu jusqu'à maintenant a été extrêmement forte et que Gland doit se recréer quelque part depuis l'intérieur. Elle doit renaître. C'est tout, par exemple, le défi qui a été celui de la place de la Gare, qui n'est pas fini, qui va se poursuivre et qui permet effectivement d'avoir, d'abord de recentraliser un petit peu les choses, donner des lieux de vie et de pouvoir permettre aussi de bénéficier de lieux de rencontre. Je dirais qu'aussi, il y a un autre défi, c'est surtout, alors ça me concerne directement, naturellement, en tant que chef de l'exécutif, c'est d'avoir une administration qui suive. C'est-à-dire qui permette de grandir, qu'on puisse faire grandir, qu'on puisse spécialiser dans certains domaines, et puis qui fonctionne un petit peu comme l'exécutif, c'est-à-dire en collégialité avec une transversalité des décisions qui fasse que chaque fois qu'un projet naît, c'est finalement l'entier de l'administration qui se sent responsable derrière et qui va le mener à bout.
Et ça, c'est un sacré défi, on l'imagine évidemment, dans des structures institutionnelles. Ça va de soi. On a, en termes de mobilité, un certain nombre de projets. On le voit, il y a des idées qui sont sorties. On pense par exemple aux télécabines de Gilles Davoine. On pense, il y a la question de la ligne de tram qui a été évoquée, des services de navettes autonomes. C'est des vrais projets qui sont étudiés ou c'est du marketing? Il y a des choses qui sont du marketing dans le sens tout simplement d'idées un petit peu folles, mais c'est aussi pour imager les nécessités qu'il y a. Si on prend l'histoire du télécabine, c'est vrai que la question de la mobilité n'est pas une chose simple à résoudre. Hein. Nous avons des rues qui sont, en particulier la rue du Mont-Blanc, qui est particulièrement encombrée. Il faut trouver des solutions. Les entreprises elles-mêmes, d'ailleurs, nous demandent de trouver des solutions pour qu'elles puissent travailler correctement. Donc voilà, c'est des idées qui viennent. Je pense qu'un télécabine est certainement beaucoup plus difficile à mettre en place, ou des trams encore plus. Hein. On le voit dans le Grand Genève, la mise en place des trams nécessite quand même une masse de gens à transporter que nous n'avons pas à Gland. Par contre, le fait de rechercher d'autres moyens de transport, très certainement. On parle aussi, Christine Giraud, de mobilité douce, beaucoup évidemment, les pistes cyclables, plus de pistes cyclables, développer le réseau des vélos en libre circulation et les zones 30. Quelle est la vision de la municipalité à long terme? Plus de voitures ou un minimum de voitures? Je crois que plus de voitures, ce ne sera pas possible. Je crois qu'il faut tenir compte aussi de la volonté et des besoins de la population dans son ensemble. Par contre, dans les quartiers, la volonté, elle est d'une part de travailler sur la sécurité. Donc c'est vrai que d'abaisser la vitesse à 30, c'est un des enjeux. Il y a aussi toutes les questions liées au bruit. On part du principe qu'une zone 30 génère moins de bruit que si les voitures roulent plus vite. Donc voilà, c'est cette mixité qu'il faut avoir, le respect du piéton, le respect des cyclistes, mais aussi des personnes qui se déplacent en voiture, et c'est ça qui est recherché par la municipalité. Donc des zones 30, oui. Il y en a une qui est en construction actuellement du côté de Mauvernais, et probablement d'autres projets vont suivre, notamment du côté des Tuilières, Cité Ouest. Gérald Crétini, il y a le projet de piscine couverte qui est relancé, qui est présent dans ce programme de législature, malgré l'échec en référendum en 2015. Pourquoi le remettre sur la table? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Alors, on part du principe, tout d'abord, c'est une idée, hein, pour l'instant, qui n'est pas encore définitivement décidée, mais c'est une idée qui est quand même, qui retient l'exécutif parce que on pense que vis-à-vis de la population et de la démographie qu'il y a, c'est un équipement qui pourrait parfaitement avoir sa place à Gland, et on n'est pas certain non plus que le référendum lancé a débouché sur un non à la piscine en tant que telle, mais sur quelque chose qui était plus complexe. Est-ce qu'on a une idée de l'emplacement qu'on pourrait... Alors, une fois qu'on rouvre finalement un chantier tel que celui-là, ça veut dire qu'on rouvre aussi les possibilités de déplacement de la piscine, etc. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous nous penchons actuellement. Donc tout est ouvert aujourd'hui à ce sujet-là? Tout est ouvert. Une dernière chose, Gérald Crétini, en tant que syndic de Gland, pour terminer cette interview, programme de législature qui arrive plus d'une année après les élections, pourquoi ça a pris autant de temps? On est donc content de vous. Non, c'est une réponse idiote. Je crois que tout simplement, nous nous retrouvions dans une situation un tout petit peu spéciale, avec des changements importants à la tête même de l'administration, et une volonté aussi de changer finalement les habitudes et de changer la présentation également du programme. Donc il a fallu faire tout un travail également sur la manière de travailler le programme lui-même, puisque les collaborateurs une partie des collaborateurs ont participé à la création de ce programme à travers des ateliers. Donc ça nous a pris un peu de temps, et puis on arrive maintenant. Ça a bien été accueilli, ça, Madame Giraud, le fait que les collaborateurs s'investissent, ou est-ce qu'il y a eu des réticences quand même? Au niveau de l'administration, je n'ai pas entendu de réticence, un peu de surprise probablement, parce que c'est effectivement la première fois que ça a été proposé. Moi, je tiens à souligner que les personnes qui ont participé ont amené beaucoup d'idées, beaucoup de partage. Donc je crois que c'est un bilan tout à fait positif, et c'était une chouette expérience pour la municipalité de mener ce programme de cette manière-là. Christine Giraud et Gérald Crétini, merci beaucoup pour votre présence, puis bonne suite, bonne continuation pour cette législature. Merci beaucoup. On reste à Gland avec cette proposition, marcher sur les pas du baron Guiguer. C'est le projet d'un sentier pédestre historique que souhaite réaliser la municipalité de Gland, un sentier qui relierait le château de Prangin à la Linière. L'exécutif présentera ce projet ce jeudi en première lecture au conseil communal. Florian Cavaleri. Malgré tout, c'est un concert qui est... Ce projet est né d'une rencontre avec Madame Bierry, la directrice du château de Prangin, qui nous a parlé en fait de la baronnie du baron Guiguer qui était sur les terres de la ville de Gland, et surtout du cheminement qu'il faisait
presque tous les jours d'une belle balade entre le château de Prangin et la Linière. La Linière où résidait en fait l'intendant du château de Prangin, monsieur de Ribaupierre. Et puis là, automatiquement, il y a eu comme une envie d'en connaître un petit peu plus. On a fait des recherches, on a rencontré Prangin, on en a parlé avec la municipalité de Prangin et une étude a été menée, une pré-étude pour savoir s'il y avait une faisabilité pour ce cheminement historique. On a eu la première pré-étude et puis suite à ça, on s'est rencontrés, on a discuté, on a décidé de présenter un préavis pour la ville de Gland et il y aura également un préavis au mois de décembre qui sera présenté au conseil communal de Prangin. Ce cheminement historique part donc du château de Prangin pour aller à la Linière et il y a des étapes. Oui, alors il y a 9 étapes. Ce seront des stations en fait qui vont se trouver le long du cheminement. On va marcher le long des sentiers pédestres, donc il n'y a pas un nouveau cheminement qui va être à proprement parler créé, mais ce sera vraiment l'occasion de profiter des panneaux de signalisation des cheminements pédestres. On va ajouter en fait des banderoles blanches et bleues, et puis il y aura en fait 9 stations et tous les 2 km, 1 km, ça dépendra. Il y aura là une station avec vraiment une présentation du lieu dit. Alors ça peut être le site palafite de Sadé. Plus loin, ce sera les maisons du XVIIIe siècle dans le golfe, golfe impérial de la ville de Gland. Ensuite, il y aura la ferme des Avouillons. On va remonter le long des Toblerones pour arriver jusque dans la ville de Gland et poursuivre pour arriver à la Linière. L'objectif, c'est d'aller vite sur sa réalisation puisqu'il doit répondre à une double actualité. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de travailler le plus vite possible. Déjà, pour toucher des soutiens financiers, que ce soit au niveau des fondations ou d'autres institutions. Et puis ensuite, il y a une année assez particulière l'année prochaine. Ça va être les 20 ans du château de Prangin. Et quoi de plus beau qu'inaugurer ce cheminement à ce moment-là? Et l'idée, ce serait vraiment de le faire au mois de septembre, donc dans une année comme maintenant, parce que ce sera au moment des Journées européennes du patrimoine. Comme vous l'avez dit, on parle d'une véritable intercommunalité, une intercommunalité qui ne coûte pas très cher puisque le projet est estimé à environ 130 000 francs, dont 90 000 francs à la charge de la commune de Gland. Oui, en effet, c'est en gros 2/3 pour la ville de Gland parce qu'il y aura 6 stations sur la ville et puis 3 stations sur Prangin, donc 1/3 du projet. Et puis il y a une partie, c'est pour de la communication, pour en parler de ce projet parce qu'il faut que ce cheminement vive. Donc on a aussi envie de créer éventuellement un site internet avec des QR codes pour pouvoir savoir où on est lorsqu'on se déplace. Suite au refus le 24 septembre d'un projet de foyer à Nyon, la question des requérants était au cœur des débats lundi au conseil communal. La municipalité annonce un nouveau projet pour le début de l'année prochaine. Florian Cavaleri. La municipalité envisage de solliciter... Alors on pouvait s'y attendre, suite à la votation sur les VAM. Le débat s'est réinvité au conseil communal. Oui, il y a eu plusieurs interventions dans les médias les jours qui ont suivi le résultat négatif de ce référendum avec toutes sortes de propositions et puis ce soir une interpellation à laquelle j'ai répondu immédiatement. Alors l'interpellation demandait comment la municipalité allait s'y prendre, quelle méthode elle allait choisir et dans quel délai. Alors j'ai préalablement rappelé qu'il y avait un certain nombre de règles d'urbanisme et que plusieurs propositions qui avaient été faites au sujet de différents terrains n'étaient tout simplement pas réalistes ou alors très compliquées. Et puis ensuite, par rapport à la méthode, j'ai expliqué que la municipalité était ouverte au dialogue, qu'elle estimait que la démarche participative était difficile pour un objet aussi émotionnel que celui-là, mais ouverte au dialogue dans un esprit constructif, en écoutant les arguments qui ont été mis par toutes les parties prenantes de cet objet référendaire. Il y a eu des belles énergies qui sont sorties du groupe qui était favorable, il y a eu des remarques constructives des opposants. La municipalité va intégrer tous ces éléments-là et puis revenir au début de l'année prochaine avec une nouvelle proposition. Alors une nouvelle proposition début 2018 et avec le canton, le dialogue continue. Bien sûr que le canton souhaite que Nyon fasse sa part. On doit discuter avec les VAM, avec le conseiller d'État Philippe Lebas qui est en charge de ce projet. Et nous allons essayer de trouver avec le canton une solution
pour les faire patienter dans un premier temps et j'espère faire en sorte que Nyon puisse assumer sa part de responsabilité dans l'accueil des migrants. Que vous a dit Philippe Lebas au lendemain de cette votation ? Philippe Lebas, il aimerait que Nyon fasse sa part et il souhaite qu'on puisse faire des propositions et qu'on travaille ensemble avec les VAM pour mettre en place une solution qui soit différente que celle de l'accueil des requérants dans des abris atomiques. Donc oui, on va retravailler ensemble et faire des propositions qui seront soumises par la municipalité au conseil communal, mais qui seront discutées préalablement avec les VAM. Est-ce que Philippe Lebas vous a mis la pression ? Il y a forcément des discussions depuis longtemps avec le canton qui nous rappellent régulièrement que tout l'ouest du canton fait peu pour l'accueil des requérants et que Nyon, notamment, n'en fait vraiment pas assez. C'est normal, ça fait partie du job de Philippe Lebas de rappeler aux autorités locales qu'elles doivent en faire davantage. Il aura fallu une année de travaux pour agrandir le port de Rolle. L'inauguration s'est faite samedi en présence de Gilbert Moller, le garde-port qui, après 30 ans de bons et loyaux services, effectuait son dernier jour de travail avant, évidemment, on l'imagine, une retraite bien méritée. Rodolphe Henner. Les travaux ont commencé le lundi 3 octobre. Nous avions la tâche de vider le port, ce qui a été fait. Là, je remercie les navigateurs d'avoir joué le jeu. Et ils ont duré une année. Il y a encore quelques réglages et quelques travaux à faire, mais on est au bout. C'est quelque chose de vraiment historique et je crois que ça faisait longtemps qu'ils attendaient qu'on rénove ce port. Bon, maintenant on vous laisse tranquille, vous allez faire la fête un peu ? Je vais d'abord faire un petit discours d'ouverture et après je ferai la fête. Merci. La Fondation Just for Smiles, on est très heureux de pouvoir bénéficier de ces nouvelles infrastructures puisqu'en fait quelques 600 personnes en situation de handicap vont défiler du mois de mai au mois d'octobre l'année prochaine. Donc des nouvelles opportunités avec un bateau spécialement adapté à ce nouveau port, avec la possibilité également pour les familles de pouvoir profiter de ces infrastructures tout à fait exceptionnelles. Écoutez, en tant que président du sauvetage, je trouve que ce port est magnifique. Au départ, on n'était ni pour ni contre, bien au contraire. Je crois que maintenant tout le monde est assez satisfait. Et puis nous, on est bien équipés, on a des bonnes installations maintenant, en tout cas au niveau des bateaux. Et puis on se réjouit de pouvoir continuer comme ça notre mission. C'est une très belle réussite. Je félicite énormément la municipalité, l'ancienne et la nouvelle, des travaux. Et puis je pense que là, on a un bel outil de travail pour de longues années. C'est magnifique, c'est super beau, c'est bien fait et c'est fini. Non, malgré l'augmentation de la grandeur, de la capacité de sport, c'est toujours pas suffisant parce que nous, on est désespérés, on habite Mont-sur-Rolle et on attend depuis longtemps. Il faut fusionner, Fusionner, voilà. Ça, c'est les politiciens. Je pense en tout cas que c'est une très bonne chose, on l'a attendu très longtemps et puis moi je suis contente parce que nous aussi on a un petit bateau là et puis on est contente que ce soit beaucoup plus accessible, vraiment, très pratique. Ouais, c'est très beau, c'est vraiment joli. On dirait Cannes, c'est vrai. Magnifique, oui, très beau travail et aussi pratique pour nous parce qu'on peut approcher l'eau de manière très sympathique avec nos petits bateaux. Sylvain Vussin, qu'est-ce que ça représente pour une ville de 5-6 000 habitants comme Rolle d'avoir un nouveau port ? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de passionnés. On a de la chance en Suisse d'avoir un joli lac, le lac Léman. Et la Société nautique de Rolle, ça fait 137 années qui vivent. Et je pense que voilà, c'est un gros plus d'avoir 450 personnes environ, un bateau 440 dans ce port. C'est quand même sympa, quoi. C'est au bord du lac Léman, c'est paradis. Je pars à la retraite, le 31 décembre avec les vacances et les jours fériés. Je finis aujourd'hui. C'est votre dernier jour de travail aujourd'hui ? Oui, c'est le dernier jour de travail. Alors là, il y a beaucoup d'émotions, je pense, aujourd'hui. Gros jour de fête. Bon, ça va. C'est un jour comme les autres. Depuis combien de temps vous travaillez au port ? Ça fait la 36e saison. Et puis vous quittez alors sur la fin d'un cycle ? Ouais, voilà. J'ai fait le mois de septembre, à mi-temps un peu au mois de septembre pour pouvoir finir le 30 septembre pour l'inauguration.
Mont-sur-Rôle accueillera une étape du Tour de Romandie 2018. Le départ de l'étape finale en direction de Genève se fera même depuis le village. Un coup de projecteur bienvenu, on l'imagine, pour la commune. Avec nous, Chantal Maurer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la syndic de Mont-sur-Rôle. Alors je disais, c'est un coup de projecteur important pour la commune. C'est un événement d'une ampleur importante. Oui, ça va être un chouette événement. On se réjouit d'organiser ce départ de Tour de Romandie. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir été approchés par les organisateurs. C'est pas venu par hasard. Il y a déjà eu des discussions, je crois, c'était en 2014. 2014-2015, oui, on avait déjà eu des contacts. Et puis plus rien. Et courant de l'été, on a de nouveau eu une approche du Tour de Romandie qui nous proposait de formaliser ce contrat pour ce départ. Alors, un événement d'une ampleur certaine, on va donner quelques chiffres. 160 coureurs, 20 quarts d'équipe et plus de 400 véhicules. Quand on connaît le territoire de Mont-sur-Rôle, ça va rentrer tout ça ? Il faudra bien que ça rentre, oui, on va tout faire pour. Tout ce qui est infrastructure routière est à charge du Tour de Romandie. Nous, on va s'occuper de mettre en place un endroit, une place de fête pour nos villageois. Et puis, on devra organiser le parquage des visiteurs. Ça représente des coûts, des investissements pour la commune de l'ordre de 25 000 francs. Ça, c'est le contrat qu'on a signé avec le Tour de Romandie. C'est le montant que la commune doit mettre à disposition pour pouvoir faire ce départ d'étape. Après, certainement qu'on aura d'autres petits frais pour des organisations sur le plan local. Il y a un comité d'organisation locale qui a ou qui va être constitué ? Qui va être constitué, oui. Qui aura la charge d'organiser cet événement et la fête aussi qui va accompagner. Et la fête, oui. Et on compte beaucoup sur nos sociétés locales. On espère qu'elles joueront le jeu. Et je pense que c'est tout à leur avantage d'être présents. Et je le disais aussi, c'est un élément important parce que c'est le départ pour l'étape finale jusqu'à Genève. Donc ce n'est pas juste une simple étape. Là aussi, ça marque le coup. Oui, c'est vrai que c'est l'étape qui est le plus regardée, j'imagine, à la télévision. Et puis c'est le dimanche, donc les gens en congé, ils auront plus de possibilités de venir se rendre sur place. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir organiser cette dernière étape. Et évidemment une bonne visibilité pour Mont-sur-Rôle. Je profite de votre présence, Chantal Maurer, pour évoquer un sujet sensible. Le cyclisme ne l'est pas, contrairement à la fusion des communes. On sait que vous ne faites pas partie du projet de fusion autour de Rôle, qui comprend Rôle, Sertines-sur-Rôle et Tartenien. Et vous tenez à le rappeler, ce n'est pas forcément un manque de volonté de la commune de Mont-sur-Rôle. Oui, les choses se sont faites d'une manière assez particulière. C'est vrai que ça a été une réunion de syndics. À l'époque, c'était mon prédécesseur qui avait été invité par les 3 communes qui vont fusionner avec également le syndic de la commune de Gilly. Et puis, à son retour en municipalité, il nous a annoncé que finalement, ce serait mieux pour tout le monde que les 3 communes partent seules, elles avaient plus de chances d'aboutir à cette fusion. Voilà, alors donc la municipalité ne s'est jamais prononcée pour ou contre cette fusion. Et votre position, personnellement ? Laissons les choses se faire maintenant. On verra peut-être, je pense que c'est un débat qui va revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté de venir dans le processus, puisqu'il est déjà bien engagé. Je crois qu'ils ont déjà bien avancé. Il faut les laisser faire leur travail et puis après, on est ouvert aux discussions. Est-ce qu'on peut dire que votre stratégie, c'est attendons et regardons ? Oui, on va résumer ça comme ça, oui. Chaque chose en son temps. Voilà. Une chose aussi, on évoquait tout à l'heure pour l'inauguration du port de Rôle, le garde-port, Gilbert Moller, qui quittait après plus de 35 ans, on l'a entendu, qui part à la retraite. À Mont-sur-Rôle, c'est le vigneron Tacheron qui va prendre sa retraite, là aussi, après plus de 30 ans de bons et loyaux services. C'était une étape importante. Alors oui, Monsieur Monard va quitter au 31 octobre. En principe, il aurait déjà dû quitter l'année passée, puisqu'il a atteint l'âge de la retraite en 2016. Il a souhaité prolonger son contrat d'1 année. C'est avec plaisir qu'on a accepté sa demande. Et puis maintenant, effectivement, ça va être un changement, on ne va pas dire radical, puisque ça va être une continuité, mais avec un jeune collègue qui va reprendre sa fonction.
Et la relève donc est assurée. Une dernière chose, Chantal Maurer, pour évoquer un événement, ça a lieu ce soir. C'est le cinéma itinérant Road Movie qui s'arrête et qui pose ses projecteurs à Mont-sur-Rôle pour une projection ce soir avec la réalisatrice qui sera présente. Le film, c'est Révolution silencieuse et la réalisatrice, c'est Lila Ribi. Projection à 20h15. Ça a lieu, vous me dites si je dis une bêtise, à la grande salle, qui est transformée pour l'occasion en salle obscure. Exactement, oui. Merci beaucoup, Chantal Maurer. Merci à vous. Quel avenir pour l'économie numérique? Les organisateurs du forum Et Maintenant consacrent leur 8e édition à la révolution numérique. L'événement aura lieu le mercredi 25 octobre au siège d'Uni Global Union. Florian Cavalleri. L'emploi, la quantité d'emploi et la qualité d'emploi. Nous avons cette révolution numérique qui va changer tout. Ça va changer le contenu du travail, ça va changer les conditions de travail, ça va changer les entreprises, le mode de comportement, comment ils réalisaient le business. C'est une époque de dislocation, c'est une époque de disruption avec un bouleversement à tous les niveaux. Le niveau politique, le niveau d'entreprise et le niveau de communauté, niveau de société. Mais il faut que les gens réagissent et de comprendre. Parce qu'il ne faut pas accepter le choix qui était présenté par ce monde numérique. Alors, débat public, conséquences politiques, mais ça commence avec un forum ouvert à toute la population. Allez, venez nombreux pour une soirée de révolutionnaires et le révolutionnaire numérique. Il y a un plateau qui est exceptionnel en termes d'invités. Oui. Tout le monde est là, les instances politiques, mais aussi les méchants que sont Google ou Uber. Oui, parce que c'est un forum. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une soirée uniquement pour Uni Global Union, mais on a pensé avec la municipalité, avec NRTV, avec la Côte, qu'il faut mettre un peu de piment dans le potage. Alors, ça veut dire que si on parle de révolution numérique, c'est important que le public a l'opportunité, la chance de poser des questions à les acteurs et pour eux d'expliquer le politique et de contester également. Alors, avec Google, ils sont là parce que c'est un grand acteur, c'est un des grands de 6. Et tout le monde parle aujourd'hui de l'ubérisation du travail, qui était contestée par nous et par des syndicats suisses et par des syndicats un peu partout dans le monde. Alors, c'est un moment, c'est un forum, c'est pas une instance politique de l'unir, c'est un forum, c'est ouvert, c'est le public qui doit poser des questions et de savoir un peu de conséquences de cette modèle de compétition qui était assez rude. Un mot de culture à présent avec le compositeur et musicien Tim V qui vernit son premier album. Ce sera ce jeudi soir à Gland. À cette occasion, Andrea Braslopo est allé à sa rencontre. Un artiste qui sent bon le naturel, l'aisance et le talent aussi. Tim V sortira son album Tim V Berlin Suite le 5 octobre au théâtre de Grandchamp à Gland. C'est au cours d'un séjour de 6 mois à Berlin que le compositeur et musicien Timothy Verdesca, habitué à jouer pour d'autres artistes, décide de donner corps à un projet personnel. J'ai rencontré des musiciens dans les jam sessions, dans des concerts que je fréquentais. Enfin voilà, en faisant un peu la nightlife à Berlin, j'ai rencontré des musiciens et j'en ai sélectionné quelques-uns triés sur le volet. Et ça a donné ce groupe, cette formation qu'on peut entendre aujourd'hui, quoi. J'aime beaucoup fonctionner à l'intuition. Là, en l'occurrence, j'ai pas vraiment pris le temps de les connaître, quoi. On a échangé deux, trois paroles où je les ai vues sur scène et je fais j'aime comme tu joues, viens jouer avec moi, on se voit la semaine prochaine. Voilà, j'essaie d'écrire de la musique, viens. Et ouais, je me rappellerai toujours la première répétition, c'est-à-dire j'ai donné rendez-vous à plusieurs musiciens qui ne se connaissaient pas entre eux en plus, donc voilà. Il y a eu 4 ou 5 musiciens, enfin, on était des inconnus les uns pour les autres, puis on a essayé de faire la musique et ça a plutôt bien pris en fait. J'ai vraiment grandi avec cette époque
grunge. Dans les années 90, on parle de Radiohead, Nirvana, donc ça c'est des choses qui sont vachement présentes. J'ai aussi écouté pas mal de jazz parce que mon père est musicien de jazz. Et donc voilà, ça c'est un mix de plein de choses, plus les influences, c'est ce que j'aime à dire, il n'y a pas que la musique qui inspire pour la musique, quoi. Il y a les expériences de vie, voilà, le fait d'être à Berlin, de pouvoir prendre du temps pour soi, de faire des rencontres, ça aussi ça influence la musique, quoi. Je crois que c'est vraiment le propre à la musique jazz en général, c'est qu'il n'y a pas deux fois la même version, quoi. C'est-à-dire que l'improvisation, elle se fait avec le mood du moment, les sentiments du moment, l'énergie du public. C'est le moment de création instantanée. Une création qui s'écoute, mais qui se regarde aussi. L'enregistrement que j'ai fait, c'était un enregistrement live en studio avec du public. Et ça a été filmé, donc j'ai une vidéo de chacun de mes morceaux. J'ai pas d'attente particulière, si ce n'est évidemment de me retrouver sur scène, parce que voilà, c'est ce qui fait mon métier, et puis c'est là où on se sent bien, quoi. Elle revient de Paris, les bras chargés de médailles. Elle est coiffeuse à Beugnin et participait il y a 20 jours au championnat du monde de coiffure. Avec nous, Ileana Costantini. Bonjour. Bonjour. Alors, félicitations tout Merci d'abord. Vous avez, je le disais, vous êtes revenu les bras chargés de médailles. 2 médailles d'argent en individuel dans les catégories coupe avant-garde et coupe progressive. Et puis, une médaille d'or et une coupe championne du monde de coiffure par équipe avec vos 2 coéquipiers. Je le rappellerai aussi, vous avez 21 ans. C'est relativement impressionnant quand vous regardez derrière vous. Qu'est-ce que vous dites ? C'est vrai que c'est quand même assez jeune et c'est arrivé très peu de fois que quelqu'un d'aussi jeune récolte autant en catégorie supérieure à son âge. Donc je suis vraiment contente. C'était vraiment un challenge à relever. Et je me suis donné j'ai mis tout de côté pour y arriver. Et puis je suis vraiment contente parce que ça a porté ses fruits. Alors il y a une exception, c'est exceptionnel à plus d'un titre, mais aussi au fait que vous n'étiez pas censé concourir dans ces catégories-là, puisque en dessous de 23 ans, normalement, on concourt dans les juniors. Exact, ouais. Du coup, c'est vraiment impressionnant parce que je suis censée être en junior, donc catégorie en dessous. Et là, j'ai participé en catégorie senior. Du coup, il n'y avait que des gens avec beaucoup d'expérience. Il y a des gens de 30 à 50 ans. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que j'étais la seule petite et ouais, du coup, je suis encore plus contente d'avoir fait ces titres. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence ? Ce qui a fait la différence, c'est que déjà, les idées étaient là. C'était des idées très originales. Et ensuite, la précision dans le travail, vraiment le fait de répéter plein de fois les mouvements. Là, on voit les images justement à Paris, du concours. Ça demande combien de préparation sur combien de temps ? Alors, moi, j'ai arrêté de travailler justement pour me concentrer à ça. Et ça, c'est entre 8 et 9 heures par jour. Pour ma part, après les autres, je ne sais pas comment ils s'entraînent, mais en tout cas, moi, je me suis entraînée 8 à 9 heures par jour. Pendant combien de temps ? Pendant 6 mois vraiment intensifs. Et ça fait 9 mois que je m'entraîne, mais vraiment les 6 derniers mois, c'est là où j'ai vraiment fait énormément. Waouh, effectivement. Donc c'est un travail à plein temps. Juste avant le concours, je pense que vous étiez tellement sous l'eau, vous disiez « j'en peux plus, je ne le ferai pas ». Mais je crois que vous avez changé d'avis. Oui, au final, non, j'ai quand même voulu le faire. Et c'est vrai que c'est... au final, c'est tellement une belle aventure et une chouette expérience que j'avais vraiment envie de le faire et puis c'était une bonne chose. Et puis la suite, alors j'imagine que vous ne voyez pas votre avenir professionnel en Suisse, les perspectives sont limitées. Oui, c'est ça, c'est que j'aimerais beaucoup coiffer pour les films, les séries, défilés de mode, magazines, shooting photo. Et c'est vrai qu'en Suisse, c'est assez réduit. Du coup, j'aimerais bien partir à l'étranger pour exercer ça. Donc là, on vise quoi ? Paris, Los Angeles, New York ? Oui, alors je vais commencer peut-être par Londres, ensuite Rome, et ensuite j'aimerais bien partir à Los Angeles, New York aussi, Paris aussi. J'aimerais vraiment faire toutes les capitales de la mode, etc. Avant de nous quitter, Ileana, j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient cette passion, parce qu'il faut l'avoir dans les tripes pour faire autant et s'investir autant. Ça vient d'où ? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai su que je voulais faire coiffeuse. Et je peux pas vraiment l'expliquer d'où ça vient, mais c'est vraiment une passion que j'ai depuis toute petite. J'ai toujours voulu faire ça. Et j'ai encore des photos à 2 ans où je faisais les shampoings à mes copines. Et c'est vraiment depuis que je suis petite.
Ileana Costantini, merci beaucoup, bravo. Merci. Et bonne suite, on vous souhaite tout le meilleur pour votre avenir professionnel. Merci. Je vous le disais, en titre, la foule était venue nombreuse assister à la traditionnelle des Alpes de Saint-Cergue. L'événement incontournable se tenait samedi dernier. Et parmi les curieux, notre reporter Joël Brunner. Merci d'être venus si nombreux à cette 30e des Alpes de Saint-Cergue. Je remercie du comité d'organisation, je vous remercie vous et bien sûr... Monsieur Grabert, vous êtes le syndic, une des Alpes. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre village? Ça représente un événement majeur dans l'année, donc c'est le principal dans l'année. Et surtout cette 30e, il y a nettement plus de stands que d'habitude, il y a nettement plus de monde. Donc c'est vraiment le gros événement de l'année. Cette année, par exemple, nous avons aménagé tout l'espace ici sur les tennis. On a démonté les tennis et on a installé des stands sur les tennis. Et c'est une vraie réussite parce que, par exemple, ça permet de mettre des stands de nourriture qui sont en dehors des crottes des vaches. Et je pense que ça va être beaucoup apprécié et ça met de l'espace, de l'espace sur la manifestation. On est là pour le public. Voilà, on est là pour le public, oui. Et puis on chante entre deux. Et vous avez... Les gens adorent faire des photos avec nous, surtout les étrangers, les japonais, etc. Ouais. Voilà, oui. C'est sûr que la des Alpes, c'est aussi très touristique. Hein. Ah ben enfin bien sûr, hein, ça fait parler la nature et puis donc on voit que maintenant les vaches vont rentrer, vont prendre leur quartier d'hiver et puis il y a un début et puis une fin partout, hein. Mais ça nous fait plaisir de revivre ces moments-là. C'est des bons moments, on imagine, hein, la des Alpes, c'est des bons moments. C'est super, il n'y a rien de si beau. Et puis alors, on maintient les traditions, parce qu'on dit toujours, un pays qui perd ses traditions est un pays qui meurt. Pour les bergers, on imagine, c'est une très belle journée. Oui, c'est une excellente journée. Il fait beau, tout, c'est magnifique. Et il vous reste combien de kilomètres? Je sais pas du tout, c'est la première fois que je viens. Pourquoi mettre des Saint-Bernard à la des Alpes? Parce que c'est des chiens qui, à l'époque, amenaient le lait à la laiterie et puis qui est dans le folklore suisse et qui est l'emblème, le chien de la Suisse. Organiser une des Alpes comme ça, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est pas mal de travail, c'est à peu près depuis mercredi. Et puis ça fait quoi d'ouvrir comme ça un troupeau? Ah c'est toujours la fierté et puis en général c'est les bergers et les patrons qui sont forts. Pour nous, c'est un vrai plaisir de recevoir tous ces bergers et leurs vaches. Ces bergers sont fiers. Hein, quand ils passent ici au village, on voit dans leur visage, ils ont cette fierté. Et pour nous aussi, nous sommes très fiers de garder nos traditions du terroir. Avec ce bruit, on imite le troupeau de vaches. D'accord ? Je prends cette pièce en argent de 100 francs. Et puis j'essaye de... Voilà. Elle tourne ici dans cette écuelle. C'est de la terre cuite. Et maintenant, peut-être tu peux aussi continuer là. Avec ce bruit-là, on essaye d'imiter les troupeaux de vaches. Merci l'Alpe et maintenant les joueurs Camp des Alpes. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre le débat avec Rodolphe Henner et ses invités. Il reçoit les 4 candidats au second tour de la complémentaire de bassin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dans 2 semaines. Pas d'émission la semaine prochaine en raison des relâches. Bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt.